Jusqu'où peut-on aller pour obtenir le pouvoir sans devenir un monstre? Dans cet épisode, certains personnages torturent, manipulent ou menacent. D'autres tentent encore de conserver une limite morale. Mais à mesure que la guerre avance, cette limite devient de plus en plus difficile à distinguer. Car le pouvoir ne révèle pas seulement ce que chacun désire, il révèle ce que chacun est prêt à faire aux autres pour l'obtenir. Dans le camp des Lannister, quelques soldats parlent de Jaime, de Loras Tyrell et de la montagne. Ils parlent de la guerre comme d'un tournoi. Ils comparent les combattants, leur force, leur réputation, leur courage. Puis, les chevaux commencent à s'agiter. Quelques secondes plus tard, vent gris surgit de l'obscurité, et l'armée de Robb Stark attaque le camp. La guerre cesse immédiatement d'être une histoire de héros. Elle redevient ce qu'elle a toujours été. Des hommes surpris dans la nuit, incapables de comprendre ce qui leur arrive, qui meurent pour une cause décidée par d'autres. Robb remporte une nouvelle victoire. Une fois encore, il démontre qu'il est un excellent stratège. Il observe, attend le bon moment, et frappe lorsque ses ennemis sont les plus vulnérables. Mais la scène montre surtout ce qui lui distingue encore de ceux qui l'entourent. Roose Bolton lui propose de torturer les prisonniers pour obtenir des informations. Pour Bolton, un prisonnier n'est plus un homme, c'est un outil. Un corps sur lequel il suffit d'exercer suffisamment de pression pour obtenir une réponse. Robb refuse. Pour lui, la manière de gagner compte encore. Il veut vaincre les Lannister, mais il refuse de devenir semblable à eux. Cette limite morale semble solide. Pourtant, quelques instants plus tard, une jeune femme va l'obliger à regarder autrement cette guerre qu'il pense juste. Elle soigne un soldat gravement blessé, dont le pied doit être amputé. Robb vient l'aider à le maintenir. Pendant quelques secondes, il n'est plus le roi du Nord. Il est simplement un homme qui soutient un autre homme, pendant qu'on lui retire une partie de son corps. La jeune femme s'appelle Talisa. Elle ne semble ni impressionnée par son titre, ni fascinée par ses victoires. Elle lui demande pourquoi tous ces hommes doivent souffrir. Robb lui parle de son père, de Joffrey, et de la nécessité de renverser un roi cruel. Talisa ne conteste pas ses raisons. Elle pose une question plus difficile. Une fois Joël renversé, qui prendra sa place? Que fera Robb de sa victoire? Il ne le sait pas. Il sait gagner des batailles, mais il ne sait pas encore ce qu'il veut construire après la guerre. Talisa met en évidence la première faiblesse de Robb. Sa guerre repose, à ses yeux, sur une cause légitime. Mais elle ne repose pas encore sur un véritable projet politique. Et pendant que les grandes familles s'affrontent pour le pouvoir, ce sont des inconnus qui en paient le prix. Le soldat allongé devant lui ne connaît probablement pas Ned Stark. Il ne connaît peut-être même pas les véritables raisons du conflit. Mais c'est lui qui repartira avec un pied en moins. À Harrenhal, Arya découvre ce qui arrive lorsque plus personne ne cherche à limiter la violence. Elle et les autres prisonniers sont conduits au milieu des ruines de la forteresse. Ils sont traités comme du bétail. Chaque jour, l'un d'entre eux est choisi, interrogé et torturé. La souffrance n'est plus un accident, elle est devenue une méthode de contrôle. Un homme est torturé devant les autres pour terroriser tous ceux qui attendent leur tour. Face à cette violence, Arya commence à réciter des noms. Joffrey, Cersei, Ilyn Payne, le limier. Cette liste ressemble à une promesse de vengeance, mais elle est surtout, pour l'instant, une manière de survivre. Arya ne contrôle plus sa destination,
Elle doit cacher son nom, son sexe et son appartenance à la famille Stark. On lui a presque tout retiré. Alors elle conserve les noms de ceux qui lui ont fait du mal. Elle les répète pour ne pas oublier. Elle les répète pour ne pas disparaître. Chaque nom lui rappelle qu'elle existe encore et que ce qu'elle subit n'est pas devenu normal. Lorsque Gendry est choisi à son tour, Tywin Lannister arrive à Harrenhal. Il interrompt les tortures et ordonne que les prisonniers soient utilisés selon leurs compétences. Pendant quelques secondes, il pourrait presque apparaître comme un sauveur. Mais Tywin n'agit pas par compassion, il agit parce qu'il vient d'assister à un gaspillage. Une armée a besoin de travailleurs, elle a besoin de forgerons. Tuer des prisonniers capables de servir l'effort de guerre est simplement inefficace. Lorsqu'il apprend que Gendry est forgeron, il comprend immédiatement sa valeur. Lorsqu'il observe Arya, il remarque également ce que les autres n'ont pas vu. Elle est une fille, elle est intelligente. Elle parle mieux qu'une simple enfant du peuple. Il décide de la garder près de lui. Non parce qu'il la respecte véritablement, mais parce qu'elle peut lui être utile. L'épisode rapproche ainsi Robb et Tywin. Tous les deux empêchent que des prisonniers soient torturés, mais leurs motivations sont totalement différentes. Robb voit encore des êtres humains. Tywin voit des ressources. Robb refuse la torture parce qu'il veut conserver une limite morale. Tywin la refuse lorsqu'elle devient improductive. Il n'est pas plus humain que les hommes de la montagne, il est simplement plus rationnel. Pendant que les rois, les seigneurs et les généraux parlent de victoire, les mêmes personnes continuent donc de payer. Un soldat perd son pied. Des prisonniers meurent pour des informations qu'ils ne possèdent pas. Une enfant se répète des noms chaque soir pour ne pas être détruite intérieurement. Les puissants décident pourquoi la guerre doit être menée. Mais ce sont toujours les autres qui en portent les cicatrices. À Port-Réal, Joffrey apprend la nouvelle victoire de Robb Stark. Mais puisqu'il ne peut pas atteindre Robb, il décide de punir Sansa à sa place. Il la force à s'agenouiller, la menace avec son arbalète, et lui demande de répondre de la trahison de son frère. Sansa n'est pourtant responsable de rien. C'est précisément pour cela qu'il l'a choisi. Joffrey ne cherche pas la justice, il cherche une victime incapable de se défendre. Lancel transforme alors la défaite des Lannister en récit monstrueux. Il décrit Robb et ses hommes comme une armée de sauvages, accompagnés de loups dévorant les morts. Cette histoire permet à Joffrey de se présenter comme la victime d'un ennemi barbare, et donc de justifier sa propre cruauté. Il ordonne à sœur Meryn Trant de frapper Sansa, puis de la déshabiller. Le limier observe la scène sans intervenir. Il désapprouve probablement ce qu'il voit, mais il sait qu'à Port-Réal, s'opposer au roi peut être plus dangereux que de lui obéir. Tyrion, lui, choisit d'intervenir. Il arrête Meryn Trant, rappelle à Joffrey ce qu'il advient des rois fous, puis prévient subtilement le chevalier qu'un ordre royal ne le protégera peut-être pas éternellement. Tyrion utilise les mots comme d'autres utilisent une lame. Il ne menace jamais complètement, il laisse simplement chacun imaginer ce qui pourrait lui arriver. Puis, il prend la main de Sansa et s'excuse au nom de son neveu. Elle répond qu'elle aime toujours Joffrey et souhaite toujours l'épouser. Cette réponse pourrait sembler soumise. Tyrion comprend qu'elle est au contraire parfaitement maîtrisée. Sansa vient d'être humiliée, frappée et menacée, mais elle parvient encore à prononcer exactement les mots qu'on attend d'elle. Elle ne contrôle rien autour d'elle, alors elle contrôle parfaitement ce qu'elle montre. Lorsque Tyrion lui dit qu'elle pourrait bien leur survivre, il reconnaît chez elle une intelligence que personne ne semble encore prendre au sérieux. Joffrey cherche à dominer Sansa par la peur. Elle lui résiste en ne lui donnant jamais accès à ce qu'elle pense réellement.
Plus tard, Tyrion lui envoie 2 prostituées, pensant peut-être détourner sa frustration. Mais Joffrey transforme immédiatement ce cadeau en nouvelle démonstration de pouvoir. Il ordonne à l'une des femmes de frapper l'autre. Il exige davantage de violence. Puis, il utilise son arbalète pour leur rappeler qu'elles ne peuvent pas refuser. Joffrey ne cherche pas le plaisir. Même dans l'intimité, il a besoin d'une victime. Et puisqu'il demande que Tyrion voie le résultat, cette violence devient également un avertissement adressé à son oncle. Loin de Port-Réal, Baelish utilise des armes plus discrètes. Lorsqu'il rencontre Renly, il lui propose l'aide de ses alliés, restés dans la capitale. Renly sait pourtant exactement à qui il parle. Baelish a trahi Ned Stark et ne sert jamais une cause qui ne puisse pas lui rapporter quelque chose. Face à Marjorie Tyrell, il cherche immédiatement une faille. Il remarque qu'elle parle de sa tante et non de celle qu'elle partage avec son mari. Cette simple formulation lui suffit pour comprendre qu'une distance existe dans le mariage de Renly. Il évoque Loras, teste ses réactions, et tente de déterminer jusqu'où elle le laissera rentrer. Mais Marjorie comprend son jeu. Elle lui donne assez pour satisfaire sa curiosité, sans jamais perdre le contrôle de la conversation. Baelish trouve face à lui une femme qui maîtrise elle aussi l'art de ne montrer que ce qu'elle a choisi. Avec Catelyn, il connaît déjà la blessure qu'il doit atteindre. Il commence par lui parler de son amour. Catelyn le rejette et lui rappelle qu'il a trahi Ned. Pendant un instant, Baelish perd le contrôle de l'échange, mais il change immédiatement de terrain. Il cesse de parler de lui. Il parle de Sansa et d'Arya. Il affirme que les 2 filles sont encore en vie, alors qu'il ignore lui-même ce qu'est advenu Arya. En quelques secondes, Catelyn n'est plus seulement une dirigeante politique, elle redevient une mère à qui l'on offre la possibilité de sauver ses enfants. Baelish propose d'échanger Jaime Lannister contre les 2 filles. Il sait que Robb refuserait probablement. C'est pourquoi il ne présente pas cette offre au roi du Nord. Il la présente à sa mère. Puis, il lui remet les restes de Ned, prétendument envoyés comme gage de bonne volonté par Tyrion. Il mêle ainsi, dans une même conversation, le deuil, l'espoir et la culpabilité. Baelish ne comptera pas directement Catelyn, il construit une situation dans laquelle chaque voix devient une trahison. Refuser l'échange, c'est risquer la vie de ses filles. L'accepter, c'est affaiblir Robb et libérer l'homme responsable de la guerre. Tyrion utilise une méthode différente avec Lancel. Celui-ci entre dans sa chambre avec l'assurance d'un homme qui se croit protégé par la reine. Tyrion comprend rapidement qu'il entretient une relation avec Cersei. Il évoque son parfum, puis la réaction possible de Joffrey. L'assurance de Lancel disparaît immédiatement. Tyrion n'a pas besoin de prouver ce qu'il sait. Il lui suffit de montrer qu'il pourrait le révéler. Il fait mine d'aller parler au roi, puis lui offre une seule issue. Devenir son informateur auprès de Cersei. Lancel entre comme messager de la reine. Il ressort comme espion de Tyrion. Dans toutes ces scènes, le pouvoir repose sur la capacité à trouver la faiblesse de l'autre. Joffrey frappe ceux qui ne peuvent pas répondre. Baelish transforme les sentiments en levier. Tyrion enferme ses adversaires dans leurs propres secrets. Mais Sansa et Marjorie montrent aussi que comprendre le jeu permet parfois d'y résister. À Port-Réal, le plus dangereux n'est pas toujours celui qui possède une épée, c'est souvent celui qui sait exactement où frapper, sans jamais avoir besoin de la sortir. Dans le désert rouge, l'un des cavaliers de Daenerys revient avec un cheval, offert par les dirigeants de Kars. Après des semaines d'errance, cette cité représente enfin une possibilité de sauver son peuple. Mais Jorah reste prudent. Le désert qui entoure ses murs porte le nom de Jardin des Ossements,
car tous ceux auxquels Kars a refusé l'entrée y sont morts. Le cadeau peut donc être une invitation, ou la dernière marque de courtoisie accordée à des voyageurs condamnés. Devant les portes de la ville, Daenerys rencontre les 13. Ils ne s'intéressent pas réellement à son peuple affamé. Ils veulent voir ses dragons. Pour eux, Daenerys n'est pas encore une reine. Elle est une curiosité venue du désert, accompagnée avec des seules créatures qui pourraient justifier qu'on lui ouvre les portes. Elle refuse pourtant de les montrer, avant d'avoir obtenu leur aide. Le rapport de force lui est totalement défavorable. Ses hommes sont épuisés, ses dragons sont encore incapables de la protéger. Et les 13 ne risquent rien à la laisser mourir devant leur mur. Daenerys choisit malgré tout de les menacer. Elle affirme qu'un jour, ces dragons détruiront ceux qui l'auront rejeté. Elle parle comme si la puissance qu'elle espère posséder demain lui appartenait déjà aujourd'hui. Mais le marchand d'épices ne se laisse pas impressionner. Il comprend qu'elle bluffe. Sans l'aide de Kars, elle mourra probablement avant que ces dragons ne deviennent une menace. Daenerys possède un nom, une histoire, et peut-être même un destin. Mais elle ne possède pas encore le pouvoir correspondant à ses prétentions. C'est finalement Xaro, Xuan, Daxos qui décide de se porter garant d'elle. Il ne voit probablement pas seulement une reine en difficulté. Il voit la dernière Targaryen, la mère de 3 dragons, et peut-être une occasion que les autres membres des 13 ne savent pas reconnaître. Daenerys entre donc dans Kars, non parce qu'elle a imposé sa volonté, mais parce qu'un homme puissant a décidé de miser sur ce qu'elle pourrait devenir. La ville est magnifique, mais cette beauté repose sur une règle simple. Ceux qui ne présentent aucun intérêt restent à l'extérieur et viennent agrandir le jardin des ossements. À Westeros, 2 autres prétendants au trône se rencontrent. Stannis et Renly sont frères. Ils possèdent un ennemi commun, mais ils sont déjà incapables d'envisager une alliance. Catelyn tente de leur rappeler que les Lannister sont responsables de la guerre, et que le Nord ne revendique pas le trône. Pourtant, les 2 frères ne parlent presque plus de royaume. Ils parlent de leur propre légitimité. Pour Stannis, Robert est mort sans héritier légitime. Le trône lui revient donc selon les lois de succession. Il ne demande pas à Renly de négocier, il lui demande de se soumettre. Renly défend une conception différente du pouvoir. Il ne possède pas le meilleur droit, mais il possède l'armée la plus importante et le soutien des maisons les plus puissantes. Il est aimé là où Stannis est seulement respecté ou craint. Pour Renly, un roi que personne ne souhaite suivre ne peut réellement pas gouverner. 2 visions s'opposent donc. Stannis pense que le pouvoir lui appartient parce que la loi le désigne. Renly pense qu'il lui appartient parce que les hommes l'ont choisi. Mais derrière cette opposition, ils partagent la même certitude. Aucun d'eux n'envisage de renoncer. Catelyn leur rappelle qu'ils sont frères. Eux ne voient plus qu'un rival, placé entre le trône et eux. Stannis offre une dernière chance à Renly. S'il se soumet, il sera pardonné. Dans le cas contraire, il sera détruit. Mélisandre renforce cette menace, parlant comme si l'issue du conflit avait déjà été décidée par une puissance supérieure. Renly se moque d'elle, il ignore encore que sa mort est déjà en train d'être préparée. Plus tard, Stannis demande à Davos de faire entrer Mélisandre clandestinement sur les terres de son frère. La demande est profondément contradictoire. Stannis prétend incarner la loi, l'ordre et la légitimité. Mais pour obtenir ce qu'il estime lui revenir, il demande à Davos de redevenir le contrebandier qu'il avait autrefois puni. Davos conserve d'ailleurs autour de son cou les os des doigts que Stannis lui a fait couper. Il lui rappelle un homme capable de le récompenser pour avoir sauvé une ville, puis de le punir pour le crime qui lui a permis de la sauver.
Stannis se veut juste parce qu'il applique la loi sans exception. Mais lorsque cette loi ne suffit plus à lui donner sa victoire, ses principes deviennent soudain moins importants. Davos conduit donc Mélisandre dans une grotte située sous la forteresse. Personne ne doit les voir. Mélisandre retire sa robe. Son ventre est celui d'une femme sur le point d'accoucher. Mais ce qui sort de son corps n'a rien d'humain. Une ombre prend forme devant Davos, une créature faite de ténèbres, née du corps de la prêtresse et de l'ambition de Stannis. Le symbole est presque parfait. Stannis affirme être le souverain légitime. Il prétend défendre la loi contre les usurpateurs. Mais son désir de pouvoir vient littéralement d'engendrer un monstre. Daenerys, Renly et Stannis se pensent tous destinés à gouverner. Daenerys invoque son nom et ses dragons. Renly invoque l'amour du peuple et la force de son armée. Stannis invoque la loi et la succession. Chacun possède une raison de se croire légitime, mais l'épisode ne nous demande pas encore lequel mérite le trône. Il nous demande ce que cette conviction les autorise à faire. Daenerys menace avec une puissance qu'elle ne maîtrise pas. Renly accepte de combattre son propre frère. Stannis abandonne ses principes dès qu'ils deviennent un obstacle à sa victoire. Le pouvoir ne transforme peut-être pas toujours les hommes en monstres, mais il leur fournit souvent une raison de libérer celui qu'ils portent déjà en eux. Jusqu'où peut-on aller pour obtenir le pouvoir sans devenir un monstre ? Cet épisode apporte une réponse assez simple. Tout dépend de la limite que l'on refuse encore de franchir. Robb mène une guerre, mais il refuse la torture et continue de voir des êtres humains derrière les uniformes ennemis. Tyrion manipule, menace et utilise les faiblesses des autres, mais il intervient lorsque Sansa est humiliée. Tywin, lui, arrête les tortures, uniquement parce qu'elles sont inutiles. Il ne protège pas les prisonniers, il protège des ressources. Joffrey a déjà franchi toute limite. Il ne fait pas souffrir pour gagner, gouverner ou obtenir des informations. Il fait souffrir parce que la douleur des autres lui donne l'impression d'être puissant. Et Stannis représente peut-être le cas le plus inquiétant. Il prétend défendre la loi, la justice et son droit légitime au trône. Mais lorsque ses principes ne suffisent plus à le faire gagner, il accepte de combattre dans l'ombre. Son ambition finit alors par donner littéralement naissance à un monstre. Le pouvoir ne transforme donc pas nécessairement les hommes, il révèle surtout ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour l'obtenir. Leur ennemi, leurs proches, leurs principes, et parfois leur propre humanité. Le jardin des ossements ne se trouve pas seulement devant les portes de Kars, il se construit partout où les ambitions des puissants poussent sur les corps de ceux qui n'ont jamais choisi de participer à leur guerre. Et plus les personnages s'approchent du pouvoir, plus une question devient inévitable. Lorsqu'ils atteindront enfin le trône, restera-t-il encore quelque chose d'humain en eux pour gouverner ?